Non, c'est moi qui suis très heureux de venir vous parler de l'histoire de l'éther, parce qu'en fait, parler de l'histoire de l'éther, c'est parler finalement de l'histoire de nos conceptions, de nos représentations sur ce que peut être l'espace vide ou l'espace au contraire habillé d'une certaine chair à laquelle on va donner certaines propriétés physiques. Et c'est justement l'un de mes sujets de prédilection, donc il est tout à fait naturel que je vienne vous parler de cela, d'autant que le sujet est aussi effectivement, comme ça a été mentionné par M. Blisten et par évidemment Christophe Keller, tout à fait à l'interface de l'art et de la science, qui est un sujet qui m'est également très cher. Alors aujourd'hui, je m'en tiendrai tout de même à l'histoire physique de l'éther. Je vais raconter comme ça, voilà, l'histoire de l'éther, commençant dans l'Antiquité grecque, Aristote et même un petit peu avant, comme vous allez le voir, jusqu'à l'éther de la physique d'aujourd'hui et de la physique de demain, parce que contrairement à ce que l'on peut penser, lorsqu'on peut lire parfois l'éther, les conceptions d'éther ne sont pas tout à fait mortes avec la relativité d'Einstein. La notion d'éther a connu voilà, de nouvelles formes en fait de représentation avec la physique du XXIe siècle, du XXe d'abord, puis du XXIe siècle, et c'est cela que je vais essayer donc de vous raconter, toutes ces notions différentes de l'éther qui se sont succédées au cours de l'histoire. Alors, voilà, on commence évidemment très loin, dans l'Antiquité grecque la plus profonde, et même avant que les grands philosophes et savants que vous reconnaissez ici tous réunis dans la célèbre fresque de Raphaël de l'école d'Athènes commencent à essayer de rationaliser le cosmos. Éther était tout simplement un dieu de la mythologie grecque. C'était le dieu qui était associé et qui personnifiait les parties supérieures du ciel, avec évidemment la notion de pureté du ciel. Et d'ailleurs, je ferai remarquer que dans le langage poétique qui se perpétue encore aujourd'hui, le terme éther reste encore utilisé pour désigner un ciel parfaitement pur. C'est une réminiscence donc de cette très ancienne conception mythologique. Alors déjà, chez les auteurs les plus anciens comme Homère et Hésiode, on parle de l'éther pour désigner effectivement le ciel. Alors, lequel de ciel ? Dans l'Antiquité, c'est pas évident. Le ciel, il peut commencer tout simplement à l'atmosphère, aux nuages. Et on n'a pas nécessairement une idée de ce qu'il y a au-delà de l'atmosphère. Donc c'est la raison pour laquelle, par exemple, chez Empédocle, l'un des premiers philosophes naturalistes qui essaie justement de se détacher des notions théogoniques d'Hésiode, c'est-à-dire de faire le pari qui est le pari de la science d'ailleurs, que l'univers est quelque chose de rationnel qui doit obéir à des lois et non pas aux caprices des dieux, et donc il est peut-être intelligible à l'esprit humain. Et donc ça, c'est l'école pythagoricienne évidemment qui lance ce pari extraordinaire qui va être toute l'histoire en fait de la physique. Chez Empédocle par exemple, l'éther c'est l'air tout simplement, et ce n'est qu'avec l'école pythagoricienne comme Anaxagore et Philolaos. Je ne sais pas si vous connaissez ces noms, mais c'est toujours très précieux de remonter dans cette histoire extraordinaire des philosophes présocratiques, tant il y a eu une floraison d'idées tout à fait extraordinaires, dont beaucoup ont été oubliées, mais ça montre justement la force de l'esprit humain qui, dépourvu à cette époque de tout instrument d'observation astronomique, de tout instrument d'expérimentation physique, tentait déjà de décoder en quelque sorte les rouages secrets de l'univers, mais pas forcément des rouages ésotériques, puisque je le répète, le principe de la science posé d'abord par l'école pythagoricienne, puis après par Platon et Aristote, c'est d'essayer un petit peu de découvrir des mécanismes rationnels, donc des lois qui organisent d'une certaine façon, en général on pense que c'est d'une façon harmonique, qui organise donc les manifestations naturelles. Et donc c'est avec uniquement l'école pythagoricienne que l'on voit l'éther prendre une forme distincte des éléments habituels, puisqu'Empédocle, c'était la théorie des 4 éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu, et on commence à soupçonner qu'il puisse y avoir un élément plus subtil que les autres, qui va être donc ce fameux éther, pour symboliser justement la matière la plus subtile de toutes. Alors on arrive précisément, les deux personnages centraux de l'école d'Athènes, c'est évidemment Platon et puis Aristote. Alors Platon déjà dans plusieurs textes, le Timée, puis surtout le Phédon, et puis après plus tard l'Épinomis, fait appel à l'éther
comme une sorte de qualité d'air le plus subtil. À l'époque, évidemment, on ignore tout de la structure en étage de l'atmosphère terrestre, hein. La stratosphère, la troposphère, tous ces gens-là, on ignore, mais on pense qu'effectivement, en s'élevant, on trouve un air de plus en plus pur et de plus en plus subtil, jusqu'à rentrer peut-être dans le royaume des astres. Et donc, Platon commence effectivement à associer cette notion d'éther aux régions supérieures, les plus supérieures de l'atmosphère, qui vont faire d'une certaine façon la transition avec l'espace cosmique, dont on ne sait pas s'il est vide ou s'il est habillé d'une certaine chair, c'est-à-dire d'une certaine matérialité. Étymologiquement, d'ailleurs, chez Platon, éther, ça signifie qui court toujours. C'est quelque chose qui court toujours, donc c'est associé également à la matière des planètes qui ne cessent de tourner, selon le modèle cosmologique de Platon, tout tourne autour de la Terre, donc le ciel est perpétuellement en mouvement, donc c'est l'éther qui court sans cesse. Alors c'est avec Aristote que l'éther va vraiment être associé à un cinquième élément, réellement distinct des quatre éléments habituels, par le biais en fait d'une formulation géométrique très intéressante qui va revenir plusieurs fois en cours d'exposé, en termes donc de ce qu'on appelle les solides platoniciens. Juste avant de vous expliquer cela, un petit rappel justement sur la physique, la cosmologie d'Aristote. C'est en fait la séparation du monde, du cosmos en deux régions. Bon, ça c'est une belle gravure médiévale, puisque comme vous le savez, la philosophie, la cosmologie d'Aristote se sont imposées jusqu'au XVIe siècle, jusqu'à la grande révolution astronomique initiée par Copernic et achevée par Newton, en passant par Kepler et par Galilée. Donc à l'époque médiévale, on a cette représentation de l'univers géocentrique, hein, la Terre est bel et bien en bas, et au-dessus, en étage, il y a les différents éléments, l'air et l'eau, l'air, le feu, la terre, l'eau, l'air, le feu, un étage, et puis on commence à rentrer dans le monde des astres. Alors dans la physique d'Aristote, il y a en fait deux univers très différents. Il y a le monde dit sublunaire, c'est-à-dire depuis la Terre jusqu'à l'orbite de la Lune. C'est évidemment le monde où règne l'imperfection, puisqu'on constate que sur Terre, tout change en permanence, il n'y a pas d'invariabilité. Les êtres naissent, vivent et meurent, tout se corrompt. Donc il y a un élément d'imperfection. Et justement, la terre, l'eau, l'air et le feu vont manifester ces changements perpétuels en se combinant de différentes façons pour tenter d'expliquer tous les phénomènes physiques observés ici-bas. Et puis au-delà du monde sublunaire, il y a le monde supralunaire. À partir de la Lune, le monde est supposé être parfait, sans changement. Alors au-delà de ces présupposés qui, vous le voyez, sont essentiellement d'ordre philosophique et métaphysique, cela repose, parce que cela se veut quand même des tentatives relativement rationnelles pour expliquer la structure de l'univers, cela repose aussi sur quelques observations de base, en tout cas sur les apparences célestes. C'est que quand vous observez le ciel dit des étoiles fixes, c'est-à-dire les constellations par exemple, elles ne changent jamais de forme. Il y a un mouvement général de rotation en 24 heures, qu'à l'époque, donc je répète, on interprète qu'un mouvement réel de l'ensemble du ciel autour de la Terre, donc les terres qui courent toujours. Aujourd'hui, c'est évidemment, vous le savez, c'est la rotation de la Terre sur elle-même qui produit l'illusion de ce mouvement diurne. Mais donc, ces choses-là ne changent jamais dans le ciel. À cette époque-là, évidemment, on n'a pas de télescope qui permette de voir des supernovas exploser, des étoiles nouvelles apparaître, tout un ensemble de phénomènes que l'astrophysique d'aujourd'hui met en évidence. On sait très bien que le ciel d'aujourd'hui, j'en parlerai un petit peu à la fin, est loin d'être immuable. Au contraire, c'est source de changements et de cataclysmes perpétuels. Mais à cette époque-là, tout cet univers est invisible, et donc on a l'illusion du ciel immuable et parfait. Et donc, l'idée tout à fait remarquable, finalement une idée de géomètre physicien, c'est justement de trouver un équivalent mathématique, un équivalent géométrique à ces notions d'imperfection et de perfection. Et cet équivalent va faire appel aux cercles et aux sphères, figures géométriques qui semblent parfaites par excellence parce qu'elles sont invariantes. On utilise le langage moderne de la théorie des groupes.
mathématiques, la sphère est invariante sous un groupe de rotation extrêmement riche. On la fait tourner de n'importe quel angle, elle reste absolument identique à elle-même. Donc voilà un beau symbole géométrique de la perfection céleste, la cercle et le sphère, d'autant que les apparences nous suggèrent qu'effectivement les astres tournent en cercle ou en sphère autour de la Terre. Et peut-être plus intéressant pour ce qui va nous concerner directement, avec le cinquième élément, c'est la modélisation géométrique des éléments imparfaits, plus ou moins imparfaits. La terre, l'eau, l'air et le feu, les quatre d'Empédocle, eh bien, ce sont les quatre solides platoniciens bien connus qui sont la pyramide, le cube, l'icosaèdre et l'octaèdre. Et puis, il y a le fameux cinquième élément qui s'appelle le dodécaèdre, dont la légende d'ailleurs fait remonter l'invention à Hippase de Métaponte, qui était un membre de l'école pythagoricienne, et qui donc a découvert effectivement cette cinquième figure géométrique, qui est finalement la plus proche de la sphère, donc la plus proche de la perfection sphérique. Un ensemble donc de 12 faces pentagonales, vous voyez ici. Cette image que je vous montre là, je l'ai pêchée dans un traité beaucoup plus tardif, qui est un traité du grand Kepler, dont je dirai quelques mots, je crois, tout à l'heure, qui donc effectivement était très attaché également à ces représentations antiques, tout en apportant après une révolution complète dans le champ de la physique et de l'astronomie. Et vous voyez qu'il s'était amusé effectivement à symboliser les éléments correspondant à ces figures géométriques par ici l'air, il y a des oiseaux, donc pour l'icosaèdre qui représentait l'eau, il y a des poissons, il y a des crustacés, etc. La terre, il y a un arbre, le feu ici pour la pyramide, et puis effectivement le soleil et les astres pour le dodécaèdre. Et donc c'est la cinquième essence, la fameuse quintessence d'Aristote, le cinquième élément aussi, si on peut faire référence au film de Besson, voilà, ce fameux cinquième élément qui pose bien des interrogations, à la limite justement entre la physique et peut-être la métaphysique, entre le rationnel et une petite part d'irrationnel. C'est l'une des choses intéressantes aussi dans l'histoire de la physique, quand on aborde les limites de notre savoir, et bien forcément, quelque part, on est toujours aux frontières entre la physique et un petit peu de métaphysique, parce qu'on essaie d'aller un petit peu au-delà de ce que notre savoir ou nos expériences permettent de dire. Alors toujours est-il que cette géométrisation du monde, faisant intervenir donc la quintessence comme une forme d'éther pour décrire la matière des astres, va tout de même donner un système du monde, une cosmologie, comme on l'appelle, assez puissante, puisqu'elle va tenir un règne de pratiquement 2000 ans, jusqu'à, je le répète, la révolution astronomique du XVIIe siècle, avec donc le fameux modèle géocentrique perfectionné au cours des âges. Ça c'est le système de Ptolémée, mais représenté encore au XVIe siècle dans cet modèle gravé, donc un univers extrêmement structuré en étages, géocentrique, les éléments empilés les uns sur les autres, et à partir, je le répète, donc de l'orbite de la Lune, on pénètre dans le monde supposé parfait de l'éther qui fait courir les astres autour de la Terre. Voilà, donc comme cette conception va s'imposer extraordinairement longtemps, on fait un immense bond dans l'histoire pour en arriver à notre grand philosophe, mais qui, comme vous le savez, a été également un génial mathématicien, et également il s'est piqué de cosmologie et de physique, et notamment il a repris la notion d'éther, mais cette fois-ci ce n'est plus l'éther relativement passif, comme on l'avait imaginé dans l'Antiquité au Moyen-Âge, ça devient un éther actif, c'est-à-dire l'éther pour lui c'est l'espace. Mais l'espace, ce n'est pas le vide. L'espace a une chair, il a des propriétés. Et ces propriétés sont des propriétés tourbillonnaires. Descartes veut expliquer, après les observations de Tycho Brahe, expliquées par Kepler avec les fameuses lois du mouvement planétaire, les astres, les planètes tournent autour des étoiles comme le Soleil. Qu'est-ce qui fait bouger tout cela? On n'a pas encore tout à fait l'idée de la gravitation. Kepler a un petit peu l'intuition de la gravitation. Il faudra attendre Newton pour avoir une meilleure intuition. Et donc Descartes imagine que, en fait, ce qui fait tourner les astres les uns autour des autres, notamment les planètes et les comètes autour du Soleil, ce sont des tourbillons d'éther, c'est-à-dire effectivement l'espace
n'est pas vide, il est agité de mouvements, et ces mouvements entraînent, un peu comme le mouvement de l'eau, si vous voulez, hein, entraîner les bateaux, des objets flottants dans l'eau. Le mouvement de l'éther va entraîner les planètes qui flottent dans l'espace et qui sont entraînées dans ces tourbillons. Et donc là, vous voyez, d'ailleurs, il y a dans l'exposition, justement, une édition de l'ouvrage de Descartes ouverte précisément à la page de ce fameux diagramme où l'on voit les tourbillons d'éther. Chaque tourbillon a un centre qui est occupé par un soleil. Alors vous voyez, c'est une idée qui va beaucoup plus loin que toutes les idées cosmologiques antérieures, puisque cela suggère que chaque étoile est un soleil entouré d'un tourbillon, donc entouré de planètes et de comètes. Donc déjà l'idée, qui remonte d'ailleurs à une autre école philosophique de l'Antiquité grecque dont je n'ai pas parlé, qui semble la plus intéressante de toutes, qui est l'école des atomistes, qui impliquait en fait le vide, les atomes comme seule réalité du monde, et avec comme conséquence inéluctable la pluralité des mondes, avec les combinaisons nécessairement finies d'atomes fabriquant les êtres et les choses, pouvant se reproduire un nombre infini de fois dans l'espace infini et le temps éternel. Donc Descartes reprend cette conception et essaie donc de l'habiller d'un petit peu de physique avec cette physique donc des tourbillons pour élaborer donc un système du monde que vous voyez là. Donc localement c'est le système copernicien, c'est-à-dire c'est un système héliocentrique. C'est le Soleil qui est au centre d'un tourbillon, des planètes, mais comme on le voit ici, sur cette représentation un peu plus tardive, les autres étoiles lointaines eh bien, se répartissent dans un espace infini, dans l'éther infini, et chaque étoile est le centre de notre tourbillon. D'ailleurs, Descartes avait imaginé qu'il puisse y avoir, si les tourbillons n'étaient pas trop éloignés les uns des autres, il puisse y avoir des échanges de matière d'un tourbillon à l'autre, et que par exemple les comètes que l'on observait pouvaient venir d'un autre système solaire. On sait aujourd'hui, par l'astrophysique moderne, que les systèmes solaires et planétaires sont très séparés les uns des autres, en tout cas dans notre petite région de la galaxie, et qu'il est très peu probable qu'il y ait des échanges de matière entre les deux. Alors nous arrivons à Isaac Newton, le grand Isaac Newton, que l'on peut d'une certaine façon appeler l'anti-Descartes, parce que comme je l'ai écrit récemment dans un de vos ouvrages consacrés à ce personnage bien étrange qu'est Newton, Newton, après avoir absorbé la philosophie, d'abord les mathématiques de Descartes, et la philosophie s'est aperçue avec horreur que Descartes était un affreux mécaniste, et donc il a rejeté après, durant toute sa vie, la philosophie de Descartes. Et de fait, donc, il a élaboré un nouveau système physique, beaucoup plus puissant, effectivement, et plus efficace que celui de Descartes, qui va transcrire, donc, dans les fameux principes mathématiques de la philosophie naturelle, qui sont une réponse cinglante aux principes de la philosophie de Descartes. Il rajoute mathématiques, pour bien montrer que c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux, que lui fait des démonstrations alors que Descartes n'en faisait pas, pour expliquer donc la philosophie naturelle, c'est-à-dire la science de l'époque. Alors donc il détruit la théorie des tourbillons en démontrant mathématiquement que ça ne peut absolument pas expliquer les lois de Kepler du mouvement planétaire, et il remplace donc l'espace de Descartes par un espace absolu, un espace vide, un espace relativement passif, hein, il n'a plus agité de ces mouvements tourbillonnaires, que, bon, par une sorte de transposition moderne en image de synthèse, c'est l'espace ordinaire, en fait, de la géométrie dite euclidienne, l'espace tridimensionnel infini, parcouru essentiellement par des rayons lumineux qui vont en ligne droite. Et puis, il y a des astres là-dedans qui ont des mouvements courbes, et ce qui provoque ces courbes, ce ne sont pas des tourbillons, c'est une force. C'est la force de l'attraction universelle. Voilà. Alors donc c'est une autre forme d'éther, un éther vide, relativement passif. Mais pour Newton, bon, qui utilise le terme d'éther avec une certaine réticence, il l'appelle l'espace, cet espace absolu, qui est invariable, qui existe depuis toujours, qui est éternel. C'est l'organe sensible de Dieu. Donc c'est pas tout à fait passif. C'est-à-dire que la loi de gravitation, cette force d'attraction qui agit à distance et instantanément, qui a un caractère, une connotation un petit peu magique tout de même, hein, comme un corps peut agir à distance et instantanément, sans contact, sans frottement. Newton sent bien là qu'il y a une petite pierre d'achoppement. D'ailleurs, il aura une célèbre controverse avec Leibniz à ce
à ce sujet. Et donc finalement, pour lui, la seule explication qu'il est capable de donner sur cette force de gravitation, c'est que c'est la volonté de Dieu qui s'exprime à travers son organe, qui est l'espace de Newton. Voilà, donc la physique newtonienne, comme vous le savez, va triompher de façon spectaculaire, et va s'imposer jusqu'à la révolution suivante, dont je vais évidemment vous parler, jusqu'à la révolution relativiste, mais tout au long donc des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle vont se développer effectivement les conceptions sur l'espace autour des conceptions sur Newton. Avant de parler du fameux éther luminifère, support supposé des ondes électromagnétiques, qui va nous faire parler vraiment de physique, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer deux œuvres d'art qui, d'une certaine façon, montrent, avec la vision de l'artiste, des représentations de l'éther. Voilà la fameuse Nuit étoilée de Van Gogh, que je me suis amusé à décoder astronomiquement il y a quelques années, mais là n'est pas le propos. On voit un tourbillon dans le ciel, c'est un tourbillon d'éther, même si chez Van Gogh c'est un tourbillon qui venait juste d'être observé par les télescopes de l'époque et la photographie naissante qui commençait à mettre en évidence dans le ciel des objets invisibles à l'œil, mais qui sont des galaxies aujourd'hui, qu'on appelle des galaxies spirales. À l'époque, on ignorait qu'il s'agit de galaxies à part entière, et c'était donc des vastes tourbillons de matière invisibles dans l'espace, et Van Gogh les met au milieu de son tableau. Et puis, puisqu'il y a les magnifiques œuvres de Trouvelot, donc je rappelle Étienne Léopold Trouvelot, personnage assez étrange, français, mais qui fait l'essentiel de sa carrière aux États-Unis, d'abord en travaillant dans l'entomologie. On dit d'ailleurs que Trouvelot a fait une grosse bêtise dans sa vie. Il a introduit aux États-Unis, par mégarde, le bombix. Cet insecte là qui va faire des problèmes avec le mûrier, etc. Voilà. Alors après, il s'est reconverti à l'astronomie. C'était un remarquable dessinateur et avec l'œil très aiguisé qu'il avait, il faisait des tableaux au pastel, noir et blanc, fusain, couleur, etc. Des scènes qu'il voyait au télescope. Et là, j'ai repris justement l'un des magnifiques dessins de Trouvelot qui se trouve à la bibliothèque historique de l'Observatoire de Paris, qui représente la nébuleuse d'Orion, c'est-à-dire une vaste masse de gaz qui est dans notre galaxie. On sait aujourd'hui que ce vaste nuage de gaz est en train de former de jeunes étoiles. Et j'ai mis à côté, justement, pour montrer l'œil extraordinaire de Trouvelot, j'ai mis à côté une image moderne prise par des télescopes, dont les performances défient l'imagination par rapport aux petites lunettes avec lesquelles observait Trouvelot, mais on voit la qualité extraordinaire, justement, du dessin de Trouvelot. J'ai plein d'autres exemples, je n'ai pas eu le temps de vous mettre, mais je me souviens, dans un livre ancien que j'ai écrit sur les éclipses, j'avais trouvé une carte de la Lune, une région de la Lune de Trouvelot, où il y avait un ensemble de cratères avec des ombres, et j'avais retrouvé dans le cliché de la NASA la région de la Lune exactement prise, mais cette fois-ci à quelques centaines de kilomètres seulement par une sonde spatiale, et il y avait plus de détails dans Trouvelot que dans le cliché astronomique. C'est absolument stupéfiant. Hein. Donc voilà ces représentations de l'éther au XIXe siècle. Ah pardon, je suis allé en arrière. Alors, bon, désolé pour ceux qui n'aiment pas la physique, mais c'est important parce que je vous parle de la représentation de l'éther à travers l'histoire de la physique. Il y a une notion après fondamentale qui naît à partir de la physique de Newton et qui remet en question une partie d'ailleurs de la physique de Newton, c'est-à-dire la conception d'un espace absolu mais qui serait vide finalement. C'est la conception dite de l'éther luminifère, c'est-à-dire l'éther comme support des ondes lumineuses. On s'interroge évidemment très tôt, Newton est l'un des premiers à le faire, enfin Kepler avant lui, et d'autres bien entendu, sur la nature de la lumière. Et un contemporain de Newton, c'est le fameux Huygens, qui émet l'hypothèse que, de la même façon que l'air transmet les ondes sonores, eh bien l'éther, c'est-à-dire l'espace de Newton, transmet la lumière. Donc c'est le support des ondes lumineuses. Donc, vaste débat parce que ça suggère déjà que la lumière puisse être une vibration, donc une onde. Or, Newton, lui, développe une théorie de la lumière dite corpusculaire. C'est-à-dire, chez Newton, la lumière n'est pas un phénomène ondulatoire, c'est un phénomène de propagation de petits projectiles qu'aujourd'hui on appelle les photons,
les grains de lumière. Donc déjà deux conceptions différentes sur la lumière. Et tout au long du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle vont s'affronter les deux conceptions. Et en fait, c'est la conception de Huygens, c'est la conception ondulatoire qui va s'imposer au détriment de la conception corpusculaire. Alors par exemple, Euler, grand mathématicien et physicien du XVIIIe siècle, essaie effectivement d'expliquer à nouveau que la lumière est une propagation vibratoire et périodique de l'éther qui est perturbé et qui remplit tout l'espace. Une étape fondamentale à la suite de célèbres expériences de la physique qu'on appelle l'expérience des fentes de Young, de Thomas Young, ça met en évidence le caractère ondulatoire de la lumière. Et donc il y a la première véritable théorie complètement ondulatoire de la lumière est élaborée par Augustin Fresnel, un génial physicien français en 1815, et tout cela, après maints travaux évidemment, je passe sur l'histoire complexe de la lumière, ça aboutit à la magnifique synthèse entre électricité et magnétisme de Maxwell, 1873, à travers ce que l'on appelle donc la théorie électromagnétique, où non seulement la lumière, mais l'ensemble du rayonnement électromagnétique, c'est-à-dire toutes les formes de lumière, c'est-à-dire avec toutes les longueurs d'onde possibles, toutes les fréquences, toutes les énergies, tout ça c'est le même phénomène. Nous on ne perçoit qu'une toute petite partie, notre œil, je veux dire, ou l'appareil photo ordinaire, on ne perçoit qu'une toute petite fraction du spectre et du rayonnement électromagnétique en général, mais les ondes radio qui transmettent les télécommunications aujourd'hui, la télévision, la radio, l'infrarouge qui permet de faire de l'imagerie, les rayons X, les micro-ondes que vous avez dans vos fours, tout ça c'est de la lumière, c'est le rayonnement électromagnétique qui obéit aux lois de Maxwell. Et chez Maxwell, justement cette lumière sous toutes ses formes, le spectre électromagnétique, tout ça ce sont des perturbations de l'éther. Donc il semble que l'éther vraiment soit extraordinairement bien établi à la fin du XIXe siècle, est tellement bien établi qu'on a envie de faire maintenant des expériences pour mesurer la vitesse de la Terre par rapport à ce substrat universel qui serait l'éther. Et donc deux physiciens qui s'appellent Michelson et Morley entreprennent dans la décennie 1880 de faire des expériences assez subtiles pour mesurer précisément la vitesse absolue de notre planète, la Terre, par rapport à l'éther. La Terre et l'éther. Alors, bon, l'expérience, bon, je ne vais pas vous la décrire en détail, mais grosso modo, vous avez une source de lumière, ça peut être le soleil, ça peut être une source de lumière artificielle. Ici, le faisceau de lumière est d'abord dédoublé en deux à travers un miroir semi-réfléchissant. Donc, il y a une partie du faisceau qui est envoyée sur le miroir B, et c'est réfléchi vers l'observateur. Et l'autre partie du faisceau est envoyée sur le miroir C et qui réfléchit à nouveau vers l'observateur. Maintenant, l'observateur, lui, il est lié à la Terre. Et la Terre, vous le voyez, elle bouge. Elle est censée bouger par rapport à l'éther, animée de cette vitesse-là. Et donc, normalement, si la Terre bouge bel et bien dans l'éther, eh bien, on en déduit que l'observateur, il va avoir un décalage entre les retours de lumière, hein, évidemment, parce que la Terre y a avancé du bas vers le haut, eh bien, le rayon lumineux mettra un temps plus court que le rayon lumineux transverse. Bon, vous voyez un petit peu le principe de l'expérience, c'est un peu plus compliqué que ça, mais grosso modo, c'est ça. Au stupeur, toutes les mesures qui sont faites donnent un résultat négatif. La Terre ne bouge pas du tout, c'est-à-dire, en fait, quelle est la signification de tout cela? Ça veut dire qu'en fait, il y a une invariance totale de la vitesse de la lumière. Que vous soyez en mouvement ou pas par rapport à la lumière c'est toujours 300 000 km par seconde dans le vide. Donc il n'y a pas de composition de vitesse entre la lumière et l'éther, et donc la Terre ne bouge pas dans l'éther. Et si la Terre ne bouge pas dans l'éther, c'est peut-être qu'il n'y a pas d'éther, tout simplement. En tout cas, pas l'éther luminifère comme support des ondes électromagnétiques. Donc il faut revoir les conceptions de l'espace comme support des ondes électromagnétiques, et comme vous le savez sans doute, j'espère, un minimum de culture scientifique, ça aboutit à la théorie de la relativité. D'abord la relativité de restreinte, élaborée par plusieurs grands savants, Poincaré, puis Einstein, qui semble éliminer effectivement l'éther, puisque en fait on va partir de l'idée du principe fondamental qu'effectivement
La vitesse de la lumière est un invariant absolu dans le vide, donc on n'a pas besoin, ce vide ce n'est pas l'éther, qui va servir de support de propagation des ondes électromagnétiques. Et puis un peu plus tard, Einstein va incorporer la gravitation dans ce schéma et va aboutir à la magnifique théorie de la relativité générale et cette notion d'espace-temps courbe où cette fois-ci les phénomènes de gravitation ne sont plus expliqués pas par les tourbillons de Descartes, on le savait, mais ce n'est plus expliqué non plus par une force d'attraction à la Newton, c'est simplement expliqué par de la pure géométrie non euclidienne, c'est-à-dire la courbure, la distorsion de l'espace-temps qui devient élastique dès lors qu'il est encore massif. C'est symbolique, évidemment, ces schémas-là, mais il suggère qu'un corps massif, comme une étoile, le Soleil, un trou noir, encore plus, bien entendu, va déformer dans son voisinage la structure géométrique de l'espace, le tissu élastique, et que les corps vont épouser librement la forme courbe de l'espace, la lumière, mais aussi les planètes, qui ne sont soumises à aucune force. Elles vont en ligne droite, les planètes, mais les lignes droites de l'espace-temps courbées par le Soleil donnent les ellipses de Kepler. Magnifique, théorie plus profonde que la théorie de Newton, qui va connaître donc un grand nombre de succès. Alors, est-ce la mort de l'éther, comme on le lit parfois dans beaucoup d'ouvrages de physique? Eh bien, pas vraiment. C'est simplement un changement de représentation de l'espace va finalement donner une autre conception possible à l'éther, même si on commence à se méfier de ce mot, on préfère l'éliminer, mais quelque part, quand on continue à parler de l'espace, on continue toujours à parler de l'éther. Et j'en veux pour preuve, en fait, un texte de Einstein qui date de 1920, parce que c'est vrai que donc, dans son fameux article de 1905, où Einstein propose la relativité restreinte, Einstein, il imite l'éther à la Maxwell. Mais en 1920, ayant élaboré entre-temps la relativité générale, l'espace courbe, et qu'est-ce qui se passe dans l'espace-temps courbe? Il y a la propagation et des perturbations qui sont des perturbations gravitationnelles également. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, un corps qui se déplace, un corps massif, un trou noir qui se forme, fait vibrer la texture même de l'espace, et ces vibrations se propagent sous forme d'ondes, qui sont cette fois-ci des ondes de gravitation. On est en train d'essayer de fabriquer des détecteurs d'ondes gravitationnelles pour bien vérifier tout ça. Je permets juste de vous lire quelque chose, parce que je n'ai quand même pas appris par cœur tout ça. C'est Einstein, en fait, qui, en 1920, fait un discours, une conférence à l'université de Leyde, voilà, et ça s'appelle tout simplement l'éther et la théorie de la relativité générale. Donc je vous lis un petit extrait d'Einstein. La théorie du champ électromagnétique de Maxwell a servi de modèle à la théorie d'espace-temps et à la cinématique de la théorie de la relativité restreinte. Cette théorie satisfait par conséquent aux conditions de la théorie de la relativité restreinte, mais elle reçoit, quand on l'envisage au point de vue de la dernière, un aspect nouveau. Les équations de Maxwell restent tout d'abord valables par rapport à un système de coordonnées auquel l'éther de Lorentz se trouve au repos. Mais d'après la théorie de la relativité restreinte, les mêmes équations restent valables dans le même sens par rapport à tout nouveau système de coordonnées qui se trouve dans un mouvement de translation uniforme par rapport au premier. Vous suivez Einstein, j'espère. C'est un texte de vulgarisation. Il se pose maintenant la question troublante. Pourquoi faut-il que je donne en théorie au premier système, K, il l'appelle, auquel les systèmes K' sont physiquement tout à fait équivalents, une préférence marquée, en supposant que l'éther se trouve en repos par rapport à lui. Une telle asymétrie dans l'édifice théorique, à laquelle ne correspond aucune asymétrie dans le système des expériences, est insupportable pour le théoricien. Il me semble donc que l'équivalence physique entre les deux référentiels, si elle n'est pas logiquement irréconciliable avec la supposition que l'éther est immobile par rapport au premier référentiel et en mouvement par rapport au second, ne s'accommode cependant pas bien avec elle. Bon, bref, parce que je sens que ça commence à pédaler un petit peu, il en déduit tout de même que, qu'est-ce qu'il en déduit qu'une réflexion plus attentive nous apprend que cette négation de l'éther n'est pas nécessairement exigée par le principe de la relativité restreinte. On peut admettre l'existence de l'éther, mais il faut alors renoncer à lui attribuer un état de mouvement déterminé, c'est-à-dire il faut le dépouiller
par l'abstraction de son dernier caractère mécanique que Maxwell lui avait encore laissé. Voilà un très beau texte de l'histoire de la physique, d'autant que naît en même temps, les années 1920, la mécanique quantique, l'autre grand pilier de la physique nouvelle, la mécanique quantique, qui va s'intéresser donc à l'infiniment petit, pour faire simple, c'est-à-dire donc à la structure des molécules, puis des atomes, et éventuellement des particules qui constituent les atomes. Et en mécanique quantique, on va rapidement s'apercevoir que ce que l'on a appelé précédemment le vide est d'une richesse extraordinaire. Je dirai quelques minutes plus tard des choses beaucoup plus précises sur la notion de vide quantique qui semble jouer maintenant un rôle fondamental. Et on peut appeler l'éther de la physique d'aujourd'hui, on peut l'appeler le vide quantique. Alors auparavant, je reviens sur la relativité générale, puisque vous le savez, l'une des conséquences majeures de la relativité, bon, c'est d'une part les trous noirs, bien entendu, mais ça, j'en parle pas, et d'autre part la cosmologie, c'est-à-dire les modèles qui tentent de calculer, en fait, la structure générale de l'univers, l'équivalent des systèmes du monde élaborés par Platon et Aristote, mais dans le cadre, cette fois-ci, d'une vraie théorie physique de la gravitation, de l'espace et du temps, c'est-à-dire dans le cadre de la relativité générale, et donc ça s'appelle la cosmologie relativiste. Voilà. Alors, vous voyez ce cliché là que vous voyez, c'est un champ de galaxies. Je vous rappelle, une galaxie, c'est 100 milliards d'étoiles. Donc, dans ce cliché absolument époustouflant, qui est pris par un bon télescope terrestre placé au Chili, vous voyez quelques objets très lumineux qui ne sont que des étoiles proches de nous, de notre galaxie, notre forêt, et à travers les arbres de cette forêt relativement clairsemée, on voit des forêts extraordinairement lointaines, qui sont les galaxies extérieures. On ne distingue plus évidemment les arbres individuels de ces forêts lointaines, et on voit un univers immensément peuplé de milliards et de milliards de galaxies. Ici, dans ce cliché, il y a peut-être à peu près 10 000 points brillants qui sont peut-être 10 000 galaxies, et contrairement à ce que vous pourriez penser, ce n'est pas un large champ de ciel qui est montré ici par le télescope, c'est à peu près le champ découpé sur le ciel par le chat d'une aiguille tendue à bout de bras. Vous mettez derrière un grand télescope, vous mettez quelques heures de temps de pause et vous voyez apparaître ces innombrables galaxies qui peuplent les terres de la cosmologie moderne. Vous savez aussi, je l'espère, que à la fois des observations liées à des théories relativistes développées par le génial Georges Lemaître, l'inventeur de la théorie du Big Bang, les observations commencent dans les années 1920, montrent que en fait, ces galaxies-là, quand on analyse leur mouvement, s'éloignent de nous. Et donc, plutôt que d'interpréter cela comme un mouvement réel d'éloignement des galaxies, les solutions naturelles de la théorie d'Einstein, découverte notamment par Georges Lemaître, c'est que c'est l'univers qui est en expansion, l'éther, si vous voulez, qui se dilate en permanence et emportant avec lui les objets qui sont dedans, c'est-à-dire les galaxies, et donnant l'illusion qu'en quelques points de l'espace où nous nous trouvions, les choses qui sont autour de nous s'éloignent. Pas les choses proches, bien entendu, il faut évidemment observer à grande distance pour que ces effets prennent de l'ampleur et se manifestent expérimentalement. Alors, tout ceci a donné lieu au fameux modèle de la cosmologie relativiste, d'univers non plus éternel, figé, statique, mais d'univers dynamique, qui sont donc les modèles dits de Big Bang, car si aujourd'hui l'univers est dans une phase expansive, avec un rayon d'univers, entre guillemets, parce qu'on n'est pas sûr que l'univers est vraiment un rayon, mais en tout cas une échelle d'espace qui augmente au cours du temps, vous avez le temps ici, vous avez l'espace, eh bien forcément, dans le passé, en extrapolant, il y a l'idée d'un début de l'univers. L'univers, dans le passé, a toujours été plus petit, jusqu'à aboutir à l'idée d'une singularité initiale qui marquerait le début, pas nécessairement le début de l'univers, qui est une absurdité physique et métaphysique d'ailleurs aussi, mais au moins le début de la compréhension et de l'intelligibilité physique de nos modèles de la cosmologie relativiste. C'est daté aujourd'hui d'environ 14 milliards d'années. Et puis le futur de l'univers, avec des futurs qui divergent, soit un univers fermé, ou soit un univers ouvert dans le temps, avec un futur perpétuel. Peut-on savoir, 80 ans après ces modélisations de l'éther en expansion, sur quelle branche notre univers réel, si l'on en croit la relativité générale en tout cas, se trouve? Est-ce qu'on est dans un univers à la Big Crunch, à la Héraclite,
la respiration de Brahma, etc., etc., un univers cyclique d'une certaine façon, ou au contraire un univers perpétuel, eh bien en fait on commence à avoir quelques idées depuis une dizaine d'années en combinant de la physique des hautes énergies, qui va faire intervenir la physique quantique, comme je vais vous le dire très bientôt, et puis des observations extraordinairement profondes qui vont nous amener donc non seulement à observer des objets, des sources de lumière si lointaines dans l'espace, qu'elles sont donc nécessairement extraordinairement lointaines dans notre passé. Évidemment, la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, est un véritable escargot à l'échelle de l'univers, dont nous voyons tout en décalage, et lorsqu'on commence à observer des objets très éloignés, on les voit lorsqu'ils ont émis leur lumière, donc on voit le passé de l'univers. Et de fait, le modèle du Big Bang prédisait qu'au bout de seulement 400 000 ans d'existence, l'existence, le mot est peut-être un peu fort, 400 000 ans d'expansion, l'univers devient pour la première fois transparent, c'est-à-dire qu'il laisse échapper la lumière pour la première fois. Tout simplement parce que pendant ces 400 000 premières années, l'univers tout entier, c'est un plasma, c'est-à-dire un gaz extraordinairement chaud et dense de particules élémentaires dans laquelle la lumière reste piégée, elle n'arrive pas à se propager, elle est piégée dans les particules électriques du plasma. Et puis au bout de 400 000 ans, le plasma devient suffisamment dilaté et d'autres processus plus compliqués sur lesquels je fais l'impasse permettent à la lumière de se propager. Donc la première lumière, le fiat lux de la cosmologie relativiste, c'est après 400 000 ans, après le Big Bang. Donc par rapport à nous, évidemment, ça a fait 14 milliards d'années dans le passé, et figurez-vous que cette lumière, on la voit encore aujourd'hui. C'est donc la source de lumière la plus lointaine que l'on observe et que l'on n'observera jamais, en tout cas dans le domaine des ondes électromagnétiques. On a lancé différents instruments, et notamment l'un d'entre eux en 2003, un satellite de la NASA qui s'appelle le WMAP, a cartographié en fait ce qu'on appelle le rayonnement fossile. Donc c'est cette lumière dans laquelle nous baignons encore, ça s'appelle le rayonnement fossile également, parce que c'est le fossile, le vestige refroidi par 14 milliards d'années d'âge, et puis également combiné à l'expansion de l'espace, qui va accélérer le refroidissement de cette lumière. Cette lumière a été émise à une température de 3000 degrés. Il faisait 3000 degrés partout dans l'univers lorsque cette lumière a été chaude. Et puis aujourd'hui, il ne fait pas 3000 degrés, hein, mais malgré le réchauffement climatique, on en est loin. La température moyenne, c'est moins de 270 degrés. Mais c'est la même lumière que l'on voit. Et on a reconstruit en fausse couleur cette carte montrant l'ensemble de la voûte céleste dans le domaine de la lumière en question, des micro-ondes. C'est pas visible à l'œil, il faut des instruments particuliers. C'est pour ça qu'on code l'information par des fausses couleurs. Et on voit les petits grumeaux, les grains de lumière dont tout est sorti par la suite. Les galaxies et les étoiles sont nées à partir de ces grains de lumière. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'on va revenir justement sur ces notions d'éther, en analysant notamment ce qu'on peut appeler les harmoniques cosmiques. C'est-à-dire en fait la distribution de ces grains de lumière, c'est le résultat de certains modes vibratoires du jeune univers, et ces modes vibratoires se sont figés au bout de 400 000 ans pour former ces rassemblements de matière et de lumière, ces grumeaux si vous voulez, un petit peu comme les vibrations d'un grand tambour rassembleraient des grains de sable éparpillés dessus dans certaines configurations dépendant des propriétés du tambour. Donc en faisant l'analyse harmonique, une décomposition en 10 ou 15 000 harmoniques fondamentales, ici je n'en montre que 4 à peine, on arrive à reconstituer les propriétés du tambour et notamment de quoi il est fait, le tambour, de quoi est composé l'univers, c'est-à-dire l'espace, c'est-à-dire l'éther, d'une certaine façon, pour vibrer de la façon dont on observe qu'il vibre. Alors vous pourriez me dire, il est composé d'étoiles de galaxies. Je vous ai montré un cliché précédemment où l'univers semblait rempli de galaxies, il n'y avait pratiquement pas de noir entre les étoiles et entre les galaxies. Donc l'univers semble être fait de lumière. Alors, résultat des courses, 2010, la composition de l'univers, j'appelle ça l'éther pour les besoins de la conférence d'aujourd'hui. Je suis sûr qu'il y a certains de mes collègues physiciens qui ne seraient pas contents que je continue à utiliser ce terme d'éther qui pour certains prend une connotation un petit peu trop ésotérique, mais pour moi réellement l'éther c'est les conceptions sur l'espace, y compris les conceptions les plus modernes. La composition de l'éther, eh bien voilà, tout ce que vous avez vu sur le cliché, le gaz, les étoiles, les galaxies, etc., c'est 0,5% dans l'ensemble du camembert cosmique. C'est-à-dire rien, on compte pour rien. Tout ce qui brille dans l'univers, c'est rien.
Alors il y a des choses qui, enfin tout ce qui brille sous forme d'objet, puis la lumière elle-même, c'est encore moins que rien, puisque c'est 0,05%. Donc tout le reste est sombre. Alors c'est quoi la chose sombre? Il y a des particules qu'on appelle des neutrinos, on les détecte aujourd'hui. Il y en a beaucoup plus que de la lumière, il y en a 10 fois plus, mais ça ne fait que 0,5%. Mais il y en a autant que l'ensemble de toutes les étoiles, de toutes les galaxies, toutes les planètes, tout le gaz de l'univers. Ce sont des neutrinos. On est rempli de neutrinos. Hein. Là, chaque seconde, je vous parle, chaque centimètre carré de vos corps reçoit 60 milliards de neutrinos qui viennent uniquement du centre du Soleil. Le Soleil, je ne sais pas où il est, mais peu importe, parce que le neutrino traverse les parois de la pièce, donc on n'a pas besoin de savoir où est le Soleil. Voilà. Et toutes les étoiles émettent des neutrinos, et le Big Bang émet des neutrinos. Bon, bref, c'est pas ça qui est intéressant. Maintenant, il y a la matière noire. Alors, il y a la matière noire qui est faite comme nous d'atomes, c'est-à-dire des protons, des neutrons, essentiellement. Il y en a beaucoup plus, hein, il y en a au moins 10 fois plus que la matière visible. Donc, c'est la matière invisible, mais ordinaire, en fait, comme nous d'atomes. Donc ça fait 4%. Après, il continue à en manquer beaucoup. Donc après, il y a ce qu'on appelle la matière noire non atomique. Donc ce sont des particules élémentaires qui restent encore à détecter réellement au laboratoire, notamment le CERN avec le fameux grand collisionneur qui est en fonction actuellement, tâche justement de détecter ce type de candidat pour la matière noire non atomique qui n'aurait été formé qu'à très très haute énergie lors du Big Bang. C'est pour ça qu'on espère le voir uniquement dans les expériences de très haute énergie du CERN, qui recrée un petit peu les conditions du Big Bang. Mais il manque encore les 3 quarts. Et ces 3 quarts-là, eh bien, on l'appelle Dark Energy, l'énergie sombre, représentant aujourd'hui 73% dans l'ensemble de l'énergie de l'univers. Donc c'est cette énergie sombre qui gouverne totalement l'histoire et le destin de notre univers. Et cette énergie sombre, c'est une forme de 5e élément, finalement. C'est l'élément le plus subtil de tous, puisque cette forme d'énergie, elle n'est pas matérialisée en objet, ni en particules, ni en astre, ni en quoi que ce soit. C'est de l'énergie à l'état pur. On retrouve quelque part la conception de la matière la plus subtile qui puisse être, mais qui n'est même plus de la matière, c'est de l'énergie. L'énergie sombre. Donc on va appeler ça l'éther de la cosmologie moderne, c'est peut-être l'énergie sombre, et cette énergie sombre domine tellement le destin de l'univers qu'elle implique, selon nos connaissances et nos mesures actuelles, que le destin de l'univers c'est une expansion perpétuelle accélérée. Donc, vous vous souvenez de la possibilité qu'il puisse y avoir un Big Crunch, par exemple, une grande arche. Pour l'instant, ces possibilités sont écartées. Si l'on en croit, effectivement, les modélisations de cette énergie sombre. Pourquoi? Eh bien, parce que cette énergie sombre a une propriété fascinante, cet éther de la physique moderne a une propriété fascinante, elle est répulsive. C'est-à-dire, elle est antigravitante. La gravité a tendance plutôt à rassembler la matière, donc aurait tendance à freiner l'expansion de l'univers. Si vous remplissez l'espace de façon prépondérante avec cette forme d'énergie qui est antigravitante, mais l'espace va avoir tendance à au contraire se dilater et à accélérer son facteur, son taux de dilatation. Donc voilà les données actuelles qui semblent assez surprenantes sur la prédominance de cette énergie sombre qui n'est pas restée constante au cours du temps par rapport à la matière. Donc il y a eu des phases dans l'univers où l'énergie sombre était moins importante que la matière. Je vais y venir tout de suite, mais l'une des grandes questions non résolues de la cosmologie théorique du XXIe siècle, c'est quelle est la véritable nature, une véritable modélisation physique de cette énergie sombre anti-gravitante. Première hypothèse, elle vient justement de la physique quantique. J'ai fait une allusion tout à l'heure à la notion de vide en physique quantique. Alors le vide de la physique quantique, c'est un vide extraordinairement riche. Il est encore plus vide que l'éther de Descartes agissait de ces tourbillons. Parce que c'est en fait une sorte de mer d'énergie riche de toutes les potentialités possibles et imaginables. Alors c'est pas une fantaisie, ou ésotérique, là c'est vraiment, ça ressort de la théorie de la physique quantique, vérifiée expérimentalement avec des précisions tout à fait extraordinaires. Dans la différence essentielle entre le vide normal, le vide de la physique classique de Galilée, de Newton, ce qu'on apprend à l'école, et puis le vrai vide, le vide de la physique quantique, c'est que le vide de la physique classique n'est pas intéressant parce que c'est rien. Vous prenez une boîte,
d'espace, vous enlevez tout dans la boîte, les atomes, les particules, les champs de force, etc. Si la description de cette opération, une expérience de pensée, ça s'appelle, donne un résultat totalement inintéressant parce que, à l'arrivée, il ne reste rien dans la physique de Galilée et de Newton. Dans la physique quantique, plus pertinente pour décrire ce type d'opération et cette expérience de pensée, et à cause de ce qu'on appelle le principe d'incertitude, il y a une énergie irréductible que vous ne pouvez pas réduire à zéro. On appelle ça l'énergie du vide. Cette énergie du vide non nulle, c'est l'énergie donc du vide quantique. Elle a certaines propriétés, et parmi ces propriétés qui ont été mises en évidence par des expériences de laboratoire, elle est répulsive. Donc elle semble avoir les bonnes propriétés pour être l'une des explications possibles de l'énergie sombre. Pourquoi j'ai mis cette chose un petit peu bizarre? C'est parce qu'en fait, donc, l'une des descriptions un peu simples, si vous voulez, du fait que l'énergie en physique quantique, pardon, que le vide en physique quantique de l'énergie, c'est qu'en fait, le vide, je vous ai dit qu'il était riche de toutes les potentialités, donc le vide se décrit comme un océan d'énergie dans lequel il y a en permanence des créations et annihilations spontanées de couples de particules et d'antiparticules, qui naissent spontanément et aléatoirement, en vertu des lois probabilistes de la physique quantique, à partir de l'énergie du vide, qui se matérialise, mais qui aussitôt se rencontrent à nouveau pour s'annihiler. Hein, c'est des jolies histoires de couple, mais qui durent très peu de temps, c'est très éphémère, hein, genre 10 puissance moins 30 secondes, quelque chose comme ça. Voilà. Et le résultat final de ces gigantesques créations d'annihilation, c'est une énergie non nulle, l'énergie du vide. Voilà. Alors, puisque cette énergie du vide est répulsive, c'est l'un des candidats possibles pour expliquer l'énergie sombre. Mais il y a d'autres candidats, et parmi les autres candidats, ça c'est l'objet de recherche actuelle, il n'y a aucun consensus qui se fait, c'est possible que finalement il y ait encore des champs de force inconnus dans la nature. On connaît aujourd'hui 4 interactions fondamentales, et peut-être qu'il y a d'autres encore champs de force inconnus. Et l'un d'entre eux est invoqué pour précisément expliquer peut-être l'énergie sombre qui cette fois-ci ne serait plus constante au cours du temps. Je ne vous l'ai pas dit, mais l'énergie du vide, elle est constante au cours du temps. Et si l'énergie du vide est constante au cours du temps, elle va toujours davantage l'emporter sur la matière et donc toujours accélérer davantage l'expansion de l'univers. Il y en a qui ça fait peur, que l'univers se dilate trop vite, parce que si l'univers se dilate trop vite, on va aboutir à l'inverse total d'un Big Crunch, c'est-à-dire le grand écrasement, on va aboutir à ce qu'on appelle le Big Rip, c'est-à-dire le grand déchirement final de l'espace, où l'espace est déchiqueté à des échelles tellement violentes, à toutes les échelles, qu'au plus aucune structure matérielle ne peut exister dans l'espace. Alors pour éviter ça, là on rentre un peu dans l'ordre du fantasme du physicien qui essaie de modéliser les choses qu'il ne comprend pas en fonction de ses présupposés, de ses a priori, de ses préférences esthétiques. Il ne faut jamais oublier cette notion importante dans la créativité scientifique, hein, le rôle esthétique. Imaginer un champ de force qui varie au cours du temps, éventuellement justement qui puisse rediminuer dans le futur, de façon à ce qu'à nouveau la matière l'emporte et qu'on puisse avoir à nouveau un Big Crunch. Et justement, on l'a appelé la quintessence, ce type de champ nouveau. On est allé rechercher chez Aristote le terme de quintessence qui décrivait l'éther aristotélicien. Et d'autres l'ont appelé énergie fantôme, une autre forme d'énergie sombre qui serait encore plus répulsive que l'énergie du vide. On l'appelle énergie fantôme. Alors là, vous voyez qu'on rentre carrément, effectivement, dans les termes de plus en plus irrationnels, mais c'est décrit par des modèles mathématiques très précis, etc., etc. En fait, il y a quasiment autant de modèles d'énergie sombre que de chercheurs qui travaillent dessus, et il y en a même qui disent que dans le cadre de nouvelles théories, notamment la gravitation quantique, ce pourrait être un pur artefact et une illusion, et une sorte d'illusion, l'énergie sombre. Donc, bien, je ne veux pas entraîner trop loin là-dedans, d'autant que mon temps est quasiment écoulé, donc je voudrais finir très rapidement pour vous rassurer sur le futur de l'univers, nous n'en savons rien encore. Il est quand même sympa de savoir que tout n'est pas résolu dans la physique, que l'essentiel du boulot reste à faire, et que donc, selon les modèles d'énergie sombre, eh bien, on a encore tous les trajets possibles pour l'univers. Hein. Alors, vous voyez, le champ de quintessence, là, c'est un champ à énergie répulsive variable qui peut rediminuer dans le futur, et donc la matière l'emporte à nouveau, la matière c'est en jaune, à partir de là, la matière l'emporte à nouveau, et donc l'univers commence à se recontracter. Bon, 2-3 mots pour terminer. Le vide quantique.
cette notion absolument fondamentale, peut non seulement jouer un rôle essentiel aujourd'hui et dans le futur de l'univers, mais peut avoir joué un rôle à l'origine même du Big Bang, que l'on va remplacer évidemment par le point extrapolé de la relativité, le point singulier qui est une absurdité. On ne peut pas avoir l'univers tout entier réduit dans un point infinitésimal qui décrirait le temps zéro. Il faut remplacer ça en injectant de la physique quantique, et notamment donc la notion d'énergie du vide importée dans les processus de l'univers très primordial nous donne une idée assez intéressante. On peut calculer par des modèles un peu simplifiés quand même, hein, comment évolue le vide quantique selon les lois de la physique quantique. Alors je vous montre le film, le résultat de la simulation numérique. Je vous montre au ralenti parce que l'échelle de temps réel, vous la voyez là-haut. Donc au ralenti, ça donne ça. Voilà, vous voyez que le vide quantique est extraordinairement instable. Donc c'est comme un petit peu un océan bouillonnant d'énergie qui produirait des vagues de différentes hauteurs et amplitudes dont on ne pourrait faire qu'une description statistique, c'est-à-dire probabiliste, hein, c'est bien l'idée de la physique quantique. Et en fait, la probabilité d'apparition d'un pic ou de la stabilité d'une vallée représente la probabilité d'apparition d'un espace temps-matière par fluctuation d'énergie du vide. L'énergie du vide fluctue, bouillonne comme un océan, fluctuations aléatoires et arbitraires. Les grosses fluctuations produisent de l'écume. L'écume du vide, c'est quoi? C'est un univers. Et comme il y a plein d'écumes, il y a peut-être plusieurs univers. Donc vous voyez, le modèle éclate complètement. Il n'y a peut-être plus un seul univers, plus un seul éther, mais en fait, plus un seul univers, mais cet éther-là, qui serait le vide quantique fluctuant, produirait peut-être ce qu'on appelle un multivers, c'est-à-dire un ensemble peut-être infini d'univers avec toutes les potentialités possibles et très différentes d'un univers à l'autre de toutes les propriétés physiques. Voilà, donc pour matérialiser ces idées nouvelles sur la physique qui unifierait toutes les forces, il y a la théorie des cordes dont vous avez peut-être entendu parler, qui fait appel en fait à des modes vibratoires infinitésimaux qui décriraient en fait les éléments d'éther. Alors la théorie des cordes pose un certain nombre de problèmes, mais ça enrichit la notion d'éther, parce que dans la théorie des cordes, pour que ça marche, c'est-à-dire décrire l'ensemble de la matière-énergie par des petits bouts d'espace vibrants, il faut que l'espace ait plus de 3 dimensions, il faut qu'il en ait 10. Alors vous voyez, les 7 autres, c'est quoi? Ben, c'est 7 dimensions d'éther supplémentaires. Donc on voit l'éther s'habiller singulièrement de propriétés auxquelles on ne pensait pas il y a 20 ans. Alors c'est pas forcément la bonne voie, même si quelques centaines de brillants physiciens et thésards ont consacré leurs 20 dernières années de leur vie à travailler dessus. L'une des raisons, c'est parce qu'en fait, il y a 10 puissance 500 solutions de l'éther quantique, et on ne saura peut-être jamais laquelle est la bonne. Alors il y a d'autres solutions, personnellement je préfère celle-là, la solution des grains d'espace et des grains de temps, c'est-à-dire on aurait un éther complètement quantique, c'est-à-dire des grains d'espace infinitésimaux, mais pas infiniment petits. Vous voyez le volume, hein, c'est petit, mais c'est pas infiniment petit, et également des grains de temps, qui ne seraient effectivement un temps discontinu, et à travers ces modèles beaucoup plus sophistiqués, on a encore une autre vision complètement différente de l'éther. Mais là, je vous dis, on est dans les spéculations théophysico-mathématiques du XXIe siècle. On ne sait pas très bien quelle voie sera la bonne, et il y a d'autres voies dont je n'ai pas le temps de vous parler, et peut-être qu'aucune de toutes ces voies explorées n'est la bonne. Si vous m'accordez une minute de plus, je voudrais quand même terminer sur quelque chose qui m'est particulièrement cher, parce que j'ai quand même un peu mal travaillé dessus. Ah, pardon, voilà. Je reviens en arrière. Voilà. J'ai trouvé, à l'époque où je m'intéressais beaucoup à l'iconographie astronomique, à la BNF, au département des estampes, cette gravure merveilleuse du XVIIe siècle, où l'on voit les anges qui jouent dans l'éther, dans le ciel. Il n'est pas tout à fait pur, il y a des nuages, hein, mais enfin, c'est quand même le ciel. Et ils jouent avec un dodécaèdre, qui reste toujours, encore à cette époque, le symbole de la quintessence aristotélicienne. Alors, pour finir cette histoire un peu baroque de l'éther, le dodécaèdre, finalement, qui a longtemps servi à modéliser chez Platon la matière céleste, à géométriser, voilà. Eh bien, il a fait un retour assez étrange et assez inattendu dans la cosmologie moderne, grâce justement à tout un ensemble de travaux mathématiques que j'ai commencé à initier dans les années 90 avec quelques collaborateurs, pour m'intéresser à ce qu'on appelle la topologie cosmique, c'est-à-dire des modèles sur la forme possible de notre espace cosmique. Est-il fini, est-il infini, fini avec bord et fini sans bord,
probablement bien entendu, et quelle forme il a. Et il se trouve que lorsque je vous ai déjà montré cette carte-là, lorsqu'on décompose en modes fondamentaux, en modes vibratoires fondamentaux, les harmoniques du rayonnement fossile, on recompose quelque part les propriétés de l'instrument de musique, le tambour cosmique, comme il a vibré, et notamment la taille et la forme du tambour. Et l'une des possibilités, c'est qu'on s'est aperçu dans les observations, c'est pas la peine de regarder le détail, que, en fait, l'univers observé dans la carte ne vibre plus à partir d'une certaine taille. Il ne vibre pas comme on l'entendrait s'il était immensément grand, mais s'il était infini. La courbe rouge, c'est le modèle théorique de l'espace infini, et les points noirs avec leur barre d'erreur sont les observations. Et vous voyez qu'ici, ça ne marche plus, il n'y a plus de vibration observée de l'univers à grande échelle, et l'une des possibilités pour expliquer cela, c'est une certaine structure, que j'ai appelée structure d'espace chiffonné, et très curieusement, la structure la plus adaptée pour décrire cela, c'est-à-dire l'architecture invisible de notre cosmos, espace en expansion certes, mais avec une architecture particulière, fait intervenir à nouveau un dodécaèdre. Alors évidemment, ce n'est pas le dodécaèdre de Platon, c'est un dodécaèdre beaucoup plus compliqué. C'est un dodécaèdre qui est d'abord construit sur une sphère, donc les pentagones ne sont pas plans, ils sont sphériques. Le modèle d'espace, c'est à l'intérieur de cette structure-là, on est dans l'espace tridimensionnel. C'est un modèle d'espace fini qui n'a pas de bord, c'est-à-dire que si on se déplace dans cet espace, on ne rencontre jamais aucune frontière, mais on ne s'éloigne jamais à l'infini. Pourquoi? Parce que, un petit peu comme dans un jeu vidéo, si vous voulez, une fois qu'on a voyagé dans cet espace, partant du centre par exemple, on arrive à une surface, à une face pentagonale, au lieu de sortir, c'est idiot, on ne peut pas sortir de l'espace, forcément on re-rentre de l'autre côté, parce que c'est le même point. Et donc cet espace dodécaédrique, qui avait d'ailleurs été calculé par Poincaré pour la première fois, permet donc de décrire un dodécaèdre sphérique. Si nous vivions dedans, nous vivrions dans une gigantesque illusion d'optique qui nous ferait croire que l'univers est une mosaïque de dodécaèdres. Alors que l'univers physique seul serait un seul dodécaèdre, mais par le jeu de reconnexion, démultiplierait les rayons lumineux, comme dans un gigantesque jeu de miroir, dodécaédrique, et produirait une illusion d'optique. Avec le calcul des modes vibratoires, on a calculé 2 milliards de modes vibratoires de ce modèle d'univers, et ça reproduit extraordinairement bien, pour l'instant, les données astronomiques. Voilà. Et cet univers, donc, produit effectivement un certain nombre d'illusions d'optique qu'on s'est amusé à calculer voilà, dans des petits logiciels de mathématiques. Et je conclurai avec ça, c'était un étrange retour justement à Platon, mais ce n'est pas un vrai retour à Platon. Quand on a publié notre papier qui a fait la une de Nature en 2003, il y a eu différents articles, des communiqués de presse dans la presse, à la fois spécialisée puis la presse moins spécialisée. Alors, en fonction du degré de culture des journalistes, tantôt on trouvait plutôt des allusions à l'univers en forme de ballon de football. Moi j'ai préféré personnellement cet article de ce journal américain qui est The New Economist, qui se met à parler de cosmologie et qui se met à parler de retour de certaines vérités platoniciennes. Voilà. Alors évidemment, ce n'est plus Platon, le modèle de dodécaédrique dont je vous parle, mais il est quand même, c'est un détour intéressant, je veux dire, de l'histoire des idées, de voir tout de même cette belle structure dodécaédrique faire ses réapparitions par un détour tout à fait inattendu dans la modélisation de l'espace. Et je vous promets que c'est vraiment ma dernière slide, faire le lien, toujours l'interface entre l'art et la science. Ce sont 2 tableaux de Salvador Dalí, vous reconnaissez immédiatement, avec cette idée permanente que le 5e élément, l'éther, la quintessence associée au dodécaèdre, représente d'une certaine façon, pour le nom scientifique, le spirituel. Et le spirituel, pour Salvador Dalí, c'est par exemple la scène de l'Eucharistie. Donc le mystère spirituel de l'Eucharistie est représenté dans une salle dodécaédrique. Merci. Il va y avoir des gens parmi nous qui vont... De l'univers en expansion, à ce moment-là, le Big Bang est un vrai début, puisque ça n'a pas arrêté de s'étendre et ça ne s'arrêtera pas. Donc ce serait un vrai début, ce qui est un peu troublant, non? Je trouve ça même un peu embêtant à dire. Alors tel que je l'ai décrit aujourd'hui dans le cadre des solutions de le mettre, là, les modèles de Big Bang,
il semble y avoir une singularité initiale qui marquerait le début de l'expansion de l'univers. Mais vous savez, dès qu'on en a ce type de configuration dans des modèles physiques, dans lesquels il y a des infinis qui apparaissent, par exemple l'univers infiniment comprimé, donc courbure infinie, densité, température infinie, etc., etc., c'est pas que l'univers est comme ça, c'est que notre modèle de physicien, il devient incorrect. Ça veut dire qu'on arrive à un point noir de la théorie. Alors, c'est parce qu'on a extrapolé trop loin la relativité générale, normale, classique, qu'il y a la singularité. Justement, quand on commence à injecter dans la théorie de la relativité, une théorie de la gravitation, des phénomènes de physique quantique, et il faut bel et bien le faire, si vous voulez décrire les tout premiers instants, intelligibles en tout cas de l'univers, où l'univers est extraordinairement concentré à haute énergie, donc soumis à des processus de physique quantique, eh bien, les théories que j'ai mentionnées, encore en cours de fabrication, théorie des cordes ou théorie de la gravité quantique à boucle, éliminent précisément le temps zéro. Ça élimine la notion même de singularité et retrouve l'idée d'un univers d'avant le Big Bang, qui pourrait avoir des propriétés radicalement différentes de notre univers actuel. Par exemple, un univers globalement en contraction, et qui, au lieu de s'évanouir dans un Big Crunch, une singularité finale, passerait dans une sorte de boîte quantique noire qui redistribuerait les cartes des paramètres physiques fondamentaux et qui donnerait, par le biais de facteurs de phénomènes probabilistes et aléatoires de la physique quantique, qui donnerait l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec les propriétés très particulières qui ont permis, grâce aux constantes fondamentales de la nature et les valeurs qu'elles ont acquises au sortir de l'ère quantique, de la petite boîte noire, qui ont permis la formation de la lumière, de particules élémentaires, d'atomes, d'étoiles, de planètes, et puis un jour au moins on survient d'entre elles des êtres vivants et des êtres pensants pour parler de tout cela. Et le prochain ressemblerait ou serait nécessairement différent? Alors, alors si l'on encourage, et ce sont des questions évidemment très, très profondes et très, très riches, si l'on s'en tient au modèle d'un univers en expansion perpétuelle accéléré, il semblerait que ce soit une phase ultime dans laquelle il n'y aurait plus de rebond possible, parce que voilà. Mais je vous ai dit qu'il y a des modèles alternatifs qui permettraient éventuellement l'existence, un retour en arrière et un écrasement final de l'univers. Voilà. Alors donc évidemment ces questions sont totalement ouvertes. Univers fini temporellement, je veux dire, ou pas, ou univers éternel. On retombe finalement sur les très vieilles conceptions à la Parménide ou à la Héraclite, le temps éternel, le temps cyclique, le temps linéaire. Voilà. Dans les conceptions actuelles, quand même si on imagine que l'univers puisse être d'une certaine façon éternel, il n'obéit certainement pas aux cycles, à des cycles de régularité, comme on a pu l'imaginer dans les cosmogonies indiennes, etc. Mais justement, étant reprocessé dans chaque cycle par des phénomènes quantiques, à chaque fois il connaîtrait des conditions certainement tout à fait nouvelles et tout à fait différentes. Et peut-être qu'on probablement on ne pourra jamais vérifier ces hypothèses. Voilà, pleinement rassuré. Et l'énergie du vivant dans tout ça, on a parlé au niveau cosmogonique, au niveau quantique. Est-ce que, en dehors de l'aspect purement matériel, je ne sais pas, au niveau de la biologie, ces sciences-là, il y a des choses qui peuvent être quantifiées ou, je sais que ça peut paraître bizarre comme question, mais vu qu'il y en a 70% qu'on ne connaît pas, là, l'énergie de la... Enfin, je sais pas, l'origine de la vie, quoi, enfin, l'énergie du vivant, je sais pas. Oui. Je crois comprendre. Très vaste comme question. Je crois comprendre ce que vous voulez dire. En fait, tous les phénomènes de la biologie, qui nous sont si chers, parce que notre chair en vient, sont des phénomènes qui sont régis par des choses extraordinairement simples quand on se réduit aux interactions fondamentales. C'est essentiellement de l'électromagnétisme et un tout petit peu de gravitation, mais à peine. Hein. Et l'énergie noire n'intervient absolument pas dans tous ces processus-là. Alors l'énergie noire, je dis qu'elle remplit à 70% l'univers actuel. Attention, c'est parce qu'elle est intégrée sur l'immensité cosmique, mais elle est incroyablement diluée.
Si vous calculez, on peut le faire, parce qu'on connaît la densité d'énergie noire dans l'univers, si on calcule la quantité totale d'énergie noire qu'il y a dans l'ensemble de notre système solaire tout entier, qui par rapport à nous est déjà gigantesque dans notre système solaire tout entier, on peut calculer la quantité d'énergie noire qu'il y a et la transformer en un équivalent en masse, puisque vous savez que par le E égale MC2, on peut toujours donner un équivalent en masse de l'énergie. Vous savez ce que ça donne? La masse d'un petit astéroïde de 10 km. C'est-à-dire une masse infinitésimale, qui ne peut avoir strictement aucun effet sur la structure du système solaire. Voilà. Mais ce n'est que intégrer sur des milliards et des milliards d'années-lumière que cette énergie sombre, incroyablement diluée, finit par l'emporter la course sur la matière. Parce que vous avez des zones dans les étoiles et les systèmes solaires, il y a beaucoup de matière, très peu d'énergie sombre, mais entre les étoiles et entre les galaxies, il n'y a pratiquement pas de matière et beaucoup d'énergie sombre. Et à l'arrivée, c'est l'énergie sombre qui l'emporte. Mais tout ça, pour répondre précisément à votre question, cela donc implique qu'à notre niveau, l'échelle de la biologie, malheureusement, j'aurais tendance à dire, cette forme d'énergie, encore mal comprise, mais qui semble dominer le destin de l'univers, ne joue aucun rôle. Voilà. Du coup, on est aussi un petit peu tranquille du côté des militaires, parce que vous savez, les militaires, dès qu'on trouve des formes d'énergie nouvelles, ils auraient tendance à nous sauter dessus. On peut leur expliquer qu'il n'y a aucun risque d'exploiter cette source d'énergie à l'échelle humaine. Bonjour. Et l'éther, par rapport au pendule de Foucault, le pendule de Foucault, il a un mouvement étrange par rapport à un point absolument immobile dans le fond de l'univers. Oui. Comment expliquer ça? Ah ben, c'est une excellente question. En fait, le pendule de Foucault, c'est la première expérience de physique qui a donné raison à Galilée et à Copernic. C'est-à-dire qu'il a mis en évidence la rotation de la Terre par rapport à un espace qu'à l'époque de Foucault, on pensait être l'espace absolu de Newton, qu'aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas d'espace absolu, c'est un espace relatif, mais en tout cas, un référentiel suffisamment loin et stable pour qu'il fasse office avec une très bonne approximation de l'espace absolu. Donc c'est ça l'expérience du pendule de Foucault. Je rappelle, vous suspendez un pendule à un grand fil, au Panthéon ou ailleurs, etc. Vous faites osciller le pendule et vous vous apercevez que le plan d'oscillation, il change, et vous pouvez le voir si vous mettez du sable, et le pendule, il y a une aiguille qui trace sur le sable, et vous voyez le plan qui change. C'est une mise en évidence de la rotation de la Terre par rapport à quoi? Par rapport à un référentiel extraordinairement lointain, qu'on peut appeler le référentiel des étoiles fixes, qui est une forme d'espace absolu, l'éther de la physique du XIXe siècle. Donc c'est ça l'expérience de Foucault. Je voulais savoir, est-ce qu'on a une idée de la forme de l'univers? Comment, puisqu'il est en expansion, est-ce qu'il a une forme particulière? Oui, alors j'ai essayé mais évidemment extraordinairement brièvement, dans les dernières diapos, de justement proposer des formes de l'univers en adéquation à la fois avec les théories géométriques, compatibles avec la relativité, l'expansion et tous ces trucs-là, et compatibles avec des observations astronomiques. Donc l'hypothèse que la forme de notre univers, la forme de notre espace, si tant est qu'il y en ait un seul, je parle d'abord de l'univers, on fait abstraction des multivers, si vous voulez bien, on donne déjà d'autres univers, ce sera un univers fini et non pas infini, sans bord, parce qu'il est absurde d'imaginer qu'il puisse y avoir un bord à l'univers, donc ça veut dire qu'il y a des reconnexions, quand on se déplace en ligne droite, on revient un jour à son point de départ sans avoir fait demi-tour, et avec donc des structures particulières, dont l'une d'entre elles, je le répète, c'est peut-être l'espace sphérique dodécaédrique à la Poincaré, mais il y a d'autres structures plus compliquées, je préférais ne pas vous parler, qui sont aussi des candidats pour la forme de notre espace tridimensionnel. Voilà. Mais on est dans des balbutiements, on semble avoir fait énormément de progrès, évidemment, par rapport aux conceptions des Grecs, de Copernic, de Newton, etc. Et même les conceptions d'Einstein à ses débuts, avec ces modèles d'univers que j'ai appelés les modèles d'univers chiffonnés. Mais si l'espace est granulaire à très petite échelle, comme le dit la gravitation quantique à boucle, ou si l'espace a 10 dimensions et non pas 3, comme le dit la théorie des supercordes, quelle est la forme des dimensions supplémentaires? Eh bien, alors là, on peut faire des hypothèses mathématiques fascinantes, et d'ailleurs, il y en a qui sont faites,
On classe les espaces, les 7 dimensions d'espace supplémentaires, ça s'appelle des variétés de Calabi-Yau, et on classe toutes les topologies et les formes possibles, et à chaque forme et à chaque topologie, on a un modèle d'univers complètement différent. Voilà. Et on n'est pas capable actuellement de trier entre toutes ces théories. J'ai dit qu'il y en avait 10 puissance 500. On n'est pas capable, on ne le sera peut-être jamais, de trier entre ces différents modèles pour trouver une adéquation avec notre univers. Alors il y a des gens qui disent, qui inversent le caractère popperien de la science. Vous savez, Popper disait, un bon modèle physique, c'est un modèle qui peut être réfutable ou falsifiable, donc il faut adapter nos modèles aux observations, à l'univers tel qu'on l'observe. Il y en a aujourd'hui qui renversent complètement le propos, qui disent qu'en fait la vérité suprême, c'est par exemple la théorie des cordes, et s'il y a 10 puissance 500 solutions, ça veut dire qu'il doit y avoir 10 puissance 500 univers, chacun réalisant l'une de ces solutions, et nous serions dans une solution très particulière. Tout ça pour rappeler qu'on s'amuse beaucoup aussi dans nos laboratoires, même si on travaille tout le temps, on s'amuse beaucoup, sinon on ne travaillerait pas autant, évidemment. C'est en voyant les cellules, tout ça, non? En vous écoutant parler, j'ai vu simplement toutes les petites cellules qu'on voulait voir sur un microscope. Bonjour. Vous avez utilisé plusieurs fois le mot pourcentage de l'univers. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est un pourcentage de quoi? Oui. Quand j'ai montré le camembert et les différentes tranches, oui, tout à fait. en pourcent, c'est un pourcentage de la densité, ce qu'on appelle la densité de matière et d'énergie dans l'univers. La densité, c'est la quantité de matière par unité de volume. Donc, par exemple, dans 1 gramme par centimètre cube, ou 1 kilogramme par mètre cube, peu importe, etc. Là-dedans, vous regardez ce qu'il y a comme toute forme de matière et d'énergie dans un certain volume d'espace. Alors effectivement, ce n'est pas le centimètre cube d'ici, c'est une année-lumière cube ou même davantage pris dans l'espace intergalactique, pour avoir un reflet le plus fidèle possible de l'éther lointain de nous. Et bien là-dedans, les proportions ce sont des proportions, cette fois-ci. Tant de pourcents de matière lumineuse, tant de pourcents de matière sombre atomique, tant de pourcents de particules non atomiques, et tant de pourcents d'énergie sombre, tant de pourcents de la densité totale d'énergie dans cette boîte, dans cette unité de volume. Donc vous supposez, dans ce que vous dites, que l'univers a la même densité partout. Dans sa globalité, je c'est même une hypothèse fondamentale sans laquelle nous ne pourrions pas trouver de solution des équations de la relativité, des solutions cosmologiques, si on ne fait pas l'hypothèse qu'à grande échelle, pas localement où il y a beaucoup de fluctuations, mais à très grande échelle, la matière et l'énergie sont distribuées de façon homogène et uniforme, on ne trouverait pas de solution. Alors c'est pas parce qu'on a besoin de ça pour trouver des solutions que l'on fait ce travail, parce que aussi les observations nous disent que effectivement la matière à très grande échelle est distribuée de façon uniforme. Les galaxies se répartissent un peu partout de la même manière dans l'univers, etc., etc. Et donc, ça fait appel à un principe aussi un petit peu logique, c'est un principe plutôt métaphysique que physique, mais qui est le principe dit cosmologique, parfois appelé principe copernicien. Il y a une propriété partout, en moyenne, bien entendu. Il n'y a pas de région particulière ni privilégiée. On l'appelle le principe copernicien, puisque avant Copernic, on pensait qu'il y avait... c'est pas au centre de quoi que ce soit, et puis après on généralise ça à l'ensemble du cosmos. Voilà. Donc, homogénéité de la distribution de matière et d'énergie dans l'univers, vous avez raison. Merci.